Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon garage pour le guide de l'auto. Cette semaine, il sera question du Volvo EX30 qui vient tout juste d'arriver chez les concessionnaires. On reviendra sur une situation précaire du côté des concessionnaires Stellantis, Chrysler. Mais tout d'abord, réponse à la question de la semaine dernière. Quel a été le premier VUS compact vendu par Nissan sur le marché canadien? Évidemment, si on fait fi du fait que le Nissan Xterra était considéré comme compact à l'époque, bien qu'il ne l'était pas vraiment, le premier VUS compact vendu chez nous, c'était le X-Trail, qui n'a pas été vendu sur le marché américain. On l'a offert chez nous que pendant 2 ans, soit 2006 et 2007, avant que finalement n'arrive le Nissan Rogue en 2008, qui lui était un produit destiné au marché nord-américain tout entier. Par la suite, le X-Trail est disparu de notre marché, a continué sa route sur le marché européen et asiatique. Et aujourd'hui, le X-Trail, c'est essentiellement notre Nissan Rogue. Le Nissan Rogue qu'on a chez nous est rebaptisé X-Trail sur le marché européen, comme quoi, évidemment, le produit a connu beaucoup de succès. Le Rogue s'est émancipé pour finalement avoir gain de cause sur le X-Trail, qui avait une allure plus aventurière et qui, bien sûr, répondait de moins en moins aux besoins des acheteurs européens et asiatiques. Maintenant, situation de plus en plus délicate du côté des concessionnaires Chrysler. Les rumeurs veulent que plus d'une vingtaine de concessionnaires Stellantis soient actuellement disponibles à la vente chez nous au Québec. Plusieurs groupes de concessionnaires ou propriétaires souhaitent se départir de leur bannière parce qu'évidemment, on a de la misère à rentabiliser les coffres actuellement et les produits qui sont actuellement offerts et qui s'en viennent ne semblent pas motiver les propriétaires de concessionnaires qui réalisent bien sûr que les produits coûtent trop cher, sont difficilement finançables ou offerts pour la location, par exemple. On a actuellement énormément d'inventaires de Jeep Wrangler, Grand Cherokee, de camions Ram d'été qui coûtent extrêmement cher. On s'est débarrassé au cours des dernières années d'une Dodge Grand Caravan qui était accessible à plusieurs familles. C'est désormais plus le cas avec la fourgonnette Chrysler qu'on propose actuellement. On s'est débarrassé tout récemment du Ram classique qui, lui, était plus accessible et faisait essentiellement le même travail que le Ram d'été. Alors, pour ceux qui cherchent une camionnette à budget, c'est terminé du côté de chez Stellantis. Alors, c'est très difficile actuellement pour les concessionnaires qui ont des inventaires monstres et qui peinent à les vendre. Alors, comme on s'en vient avec des produits qui coûteront très cher, le Wagoneer S, les nouvelles Charger, par exemple, on ne voit pas la lumière au bout du tunnel et ça explique pourquoi certains concessionnaires souhaitent tout simplement se départir de leur bannière. Évidemment, c'est un problème massif puisque lorsqu'il y a 1 ou 2 concessionnaires à vendre au Québec, c'est pas trop problématique. Certains groupes pourraient s'y intéresser, mais dans le cas où on en a plus d'une vingtaine, là, ça commence à être inquiétant. D'autant plus que plusieurs gros groupes de concessionnaires qui sont très puissants souhaitent aussi se départir de leur bannière. Alors, on verra ce qui arrivera, mais pour le moment, ce qui inquiète le plus, c'est évidemment le catalogue de produits qui ne semble pas vouloir s'améliorer au niveau de l'accessibilité au public, c'est-à-dire que les produits coûtent extrêmement cher et il n'y a pas de produits à prix raisonnable qui débarqueront au cours des prochaines années. Dans les faits, il n'y a que le Jeep Compass qui sera prochainement assemblé à l'usine de Brampton en Ontario, qui devrait toucher terre sur le marché nord-américain en fin d'année 2026 seulement. Alors d'ici ce temps-là, énormément de produits très chers chez Chrysler et rien d'accessible pour le public, mis à part peut-être la petite Fiat 500e, mais qui bien sûr est un véhicule de niche et qu'on peine à vendre actuellement parce que c'est un produit mal distribué, mal publicisé. Un sérieux problème du côté des concessionnaires Stellantis et j'ai très hâte de voir quelle sera la solution du constructeur pour régler ce problème. Est-ce qu'on mettra de gigantesques rabais sur les produits? Est-ce qu'on éliminera des produits pour réduire la charge des concessionnaires qui doivent composer avec un inventaire gigantesque encore une fois? On verra ce qui va arriver. Mais en attendant, sachez que les concessionnaires Stellantis ont extrêmement faim. Il y a peut-être de bonnes aubaines à faire, mais sur des produits qui, à la base, coûtent pour la plupart tous très cher. Évidemment, les véhicules électriques sont d'actualité par les temps qui courent. Beaucoup de gens
cherchent à obtenir un véhicule électrique ou à choisir un véhicule électrique d'ici à la fin de l'année, considérant une réduction des crédits gouvernementaux applicables. Alors, il y a beaucoup de véhicules électriques qui sont mis sur la route actuellement, mais il y a un sujet tabou concernant les véhicules électriques et c'est bien évidemment le fait de les recycler adéquatement. Une question qui est sur toutes les lèvres dans l'industrie actuellement. Et considérant que la majorité des centres de recyclage ne veulent tout simplement pas y toucher, bien, qui s'occupe de recycler adéquatement les véhicules électriques et les technologies qui s'y trouvent, notamment les batteries? C'est un sérieux problème. On sait que lorsqu'on pose des questions à des constructeurs comme General Motors, comme Ford, et qu'on se demande où vont les batteries qui sont défectueuses, bien, on n'a jamais de réponse. Alors, extrêmement curieux à ce niveau-là. Moi, je serais très curieux de savoir ce qu'on fait des milliers de batteries de Chevrolet Bolt qui disparaissent dans l'univers sans qu'on sache trop ce qui se passe avec tout ça. Mais là, la bonne nouvelle, c'est que du côté de Hyundai, on a pris action et il y a une entreprise québécoise qui s'appelle Lithium, qui est située sur la rive sud de Montréal, qui, elle, va se charger de recycler les batteries des véhicules Hyundai, des véhicules accidentés, des véhicules défectueux. On va recycler adéquatement les batteries et on va faire affaire avec le réseau complet de concessionnaires pour les récupérer et les recycler dans les règles de l'art pour que ça se fasse de façon écologique. Parce qu'évidemment, l'objectif d'un véhicule électrique, c'est que ce soit plus vert qu'un véhicule à essence. Et si on ne recycle pas le véhicule de façon adéquate, bien, tous les efforts qui ont été mis viennent d'être éliminés. Alors, bonne nouvelle du côté d'Hyundai. Évidemment, on discutera davantage avec cette entreprise qui s'appelle Lithium pour savoir comment on procède. J'ai très hâte de voir quelles seront les actions qui seront prises par les autres constructeurs automobiles parce que pour le moment, on entend de bonnes nouvelles que du côté de Hyundai et le reste est en suspens. Maintenant, c'est cette semaine qu'on dévoilait du côté de Nissan le Murano qui se faisait attendre depuis plusieurs années. Un véhicule qui arrive peut-être un peu tardivement, trop tard selon certains et selon moi, parce qu'évidemment, cette catégorie de VUS intermédiaire traditionnelle à 2 rangées de sièges tend à disparaître. La majorité des constructeurs la délaissent de plus en plus pour se diriger vers des VUS qui sont plus volumineux et qui peuvent accueillir une 3e rangée de sièges. Bon, évidemment, du côté de chez Mazda, par exemple, on conserve un CX-70 qui est à 2 rangées de sièges, mais qui est exactement une copie du CX-90 à 3 rangées. Le Ford Edge est un produit qui va disparaître très prochainement. Bon, le Chevrolet Blazer, dans sa configuration actuelle, demeure, mais le GMC Acadia, lui, est disparu pour être remplacé par un véhicule qui est beaucoup plus volumineux. Alors, c'est un segment qui est en perte de vitesse et pourtant, Nissan persiste et signe avec une nouvelle génération du Murano, qui est un véhicule qui était arrivé au début des années 2000 et qui avait connu beaucoup de succès initialement. Nissan s'était démarqué par un design qui était vraiment original et j'ai pas le choix d'admettre que le nouveau Murano est réussi sur le plan esthétique, mais est-ce que ce format-là ne serait pas un peu désuet ou ne serait pas mésadapté aux désirs et aux besoins de la clientèle nord-américaine? L'avenir le dira. Chose certaine, le Murano se positionne à peu près dans le même segment que le Nissan Ariya, qui est tout électrique, alors que du côté du Murano, bien, on troque sans surprise l'ancien moteur V6 de 3,5 litres qui faisait 260 chevaux pour ce 4 cylindres turbo-compressé à toute compression variable qu'on utilise aussi chez Infiniti sous le capot du QX50 et 55. Alors, un moteur qui fait 241 chevaux, qui offre plus de couple que par le passé et qui promet d'avoir des cotes de consommation inférieures à celles du moteur V6. Mais évidemment, ce moteur-là, on le connaît depuis plusieurs années. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant parce qu'on l'a testé sous le capot du QX50 et c'est une mécanique qui déçoit, au même titre que le moteur à 3 cylindres qu'on retrouve sous le capot du Nissan Rogue qui en est directement dévié. Alors, est-ce que le nouveau Murano connaîtra le succès escompté? Reste à voir quelle sera la réponse de la clientèle, mais en ce qui me concerne, c'est peut-être un peu trop tard, malheureusement. Maintenant, un mot sur le Volvo EX30, un véhicule qui vient d'arriver chez les concessionnaires tout petit, 4,2 mètres de long, avec une batterie de 69 kWh. C'est du tout électrique. C'est 65 kWh utilisables cependant, et c'est bon pour environ 400 km d'autonomie. On annonce 420 avec la version propulsée, 402 avec la version à 4 roues motrices, donc l'écart est minimaliste. J'ai l'impression que la plupart des acheteurs vont se diriger vers un modèle à 4 roues motrices parce qu'il y a beaucoup plus de puissance. C'est 422 chevaux de puissance avec un modèle à 4 roues motrices contre 268 pour un modèle propulsé. Évidemment, bien, les 4 roues motrices, c'est un avantage chez nous au Québec et considérant que
la consommation énergétique est à peine plus élevée dans un modèle à 4 roues motrices, attendez-vous à ce que la majorité des consommateurs se dirigent vers cette version-là. C'est de toute façon celle qu'on poussera davantage sur le marché canadien. Évidemment, le EX30, bien qu'il soit fort sympathique, fait face à un défi de taille, en ce sens que c'est un véhicule qui, jusqu'au 1er octobre, était fabriqué du côté de la Chine. Et on sait qu'avec les nouveaux règlements du gouvernement canadien qui stoppent la commercialisation des véhicules électriques fabriqués en Chine sur notre marché ou qui taxent à 100%, ce qui élimine la possibilité de le commercialiser, il faut que Volvo puisse trouver une alternative et on semble vouloir diriger la production de ce produit-là vers une usine située en Belgique, mais ça prendra plusieurs mois avant qu'on soit capable de fabriquer des unités qui seront destinées au marché canadien. Alors, il y aura probablement un trou dans la production qui va faire en sorte que les concessionnaires vont manquer d'inventaire à courte ou moyenne échéance. En attendant, c'est disponible chez les concessionnaires, c'est admissible aux pleins crédits gouvernementaux de 12 000 $ pour une échelle de prix qui varie en incluant les frais de transport préparation, grosso modo de 57 à 65 000 $. Évidemment, en appliquant les crédits en vigueur, vous allez payer 46 800 à 56 200 $ pour un Volvo EX30 avant les groupes d'options. Je pense que la version Plus, qui est le modèle de milieu de gamme avec les 4 roues motrices, une option à 3 000 $, c'est le modèle, en ce qui me concerne, le plus intéressant. Vous allez avoir le pavillon qui est peint en noir, vous allez avoir un toit panoramique, vous allez avoir un système audio qui est extrêmement performant. Évidemment, davantage de gadgets technologiques à bord du véhicule. Mon seul irritant, bien sûr, avec ce produit-là, c'est le fait qu'il n'y a aucun bouton physique à bord. Tout passe par l'écran central et ça demande énormément d'adaptation. Et ce qui est un peu ironique, c'est que lorsque j'ai conduit le véhicule à plusieurs reprises cette semaine, je devais chercher les menus à travers l'écran et parce que je perdais l'attention de la route, le véhicule m'envoyait un signal sonore pour me reconcentrer sur la route alors que je tentais de faire fonctionner un des accessoires du véhicule, chauffage, climatisation, chercher le volume de la radio, des trucs aussi simplistes que ça. Alors, c'est un sérieux problème ergonomique dans ce produit-là, mais sinon, confortable, puissant, belle autonomie, grande qualité de construction. C'est très agréable à conduire également. C'est pas ce qu'il y a de plus confortable pour de longs trajets parce qu'évidemment, c'est un véhicule qui est très compact avec un empattement qui est court. Mais pour ceux qui cherchent un véhicule citadin et qui veulent avoir un véhicule extrêmement maniable, c'est un produit franchement impressionnant. Encore une fois, ciblez la version Plus qui pour moi est le modèle le plus intéressant en matière de rapport équipement-prix. En terminant, question de la semaine, considérant la disparition en cours d'année 2024 de la Mitsubishi Mirage, quel sera le véhicule le moins cher vendu sur le marché canadien pour l'année modèle 2025? Réponse la semaine prochaine.